22 km² de nature sauvage et impitoyable. Plus de 400 volontaires et 60 policiers d'élite. 11 000 heures de recherche mobilisant hélicoptères, drones thermiques et chiens de sauvetage. Un effort monumental, une démonstration de force humaine et technologique qui représentait un investissement économique et émotionnel sans précédent pour la région. Et à la fin, le silence. Un silence assourdissant. Aucune trace, aucun vêtement, aucune empreinte. Rien. En septembre 2025, la nature sauvage de l'Alberta a avalé un garçon de 6 ans nommé Darius McDougall. Et malgré tous nos efforts, toute notre richesse de ressources, elle ne l'a jamais rendu. Ceci est l'histoire d'une recherche désespérée et du mystère obsédant qui demeure. Bienvenue sur Traces perdues. Si vous appréciez nos enquêtes approfondies, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires. Votre aide est essentielle pour nous permettre de continuer à explorer ces cas complexes. Fin septembre 2025. Pour la famille McDougall, originaire de Lethbridge, en Alberta, ce devait être une escapade de fin de semaine, une occasion de créer des souvenirs au milieu de la beauté sauvage de Crow's Nest Pass. Leur campement était installé dans une zone reculée, un lieu où la civilisation semble lointaine et où la nature règne en maître. C'était un cadre idyllique pour une famille en quête de tranquillité, loin de l'agitation économique de la vie quotidienne. Mais cette tranquillité était sur le point d'être brisée. Le dimanche matin, 21 septembre, le petit Darius, âgé de 6 ans, s'est joint à un groupe de 6 autres jeunes membres de la famille pour une promenade. Les autorités confirmeront plus tard un détail crucial. Aucun adulte n'était avec eux, juste un groupe d'enfants en exploration, dans un rayon d'1 kilomètre autour du campement. Darius était un garçon spécial. Diagnostiqué autiste, il voyait le monde d'une manière unique. Il portait un pull bleu et gris, un pantalon de survêtement et aux pieds, des chaussures de la patte patrouille. Un petit détail d'innocence enfantine qui allait devenir un symbole poignant de son absence. Nul ne sait à quel moment précis cela s'est produit. En une fraction de seconde, au détour d'un sentier ou derrière un arbre touffu, Darius s'est séparé du groupe. Lorsque les autres enfants sont retournés au campement, ils sont arrivés sans lui. La panique s'est immédiatement installée. La famille a entamé ses propres recherches frénétiques, criant son nom, fouillant les buissons, le cœur battant à tout rompre. Pendant 1 heure, ils ont cherché seuls. 1 heure entière. Dans le monde de la recherche et du sauvetage, 1 heure est une éternité. C'est une fenêtre d'opportunité critique qui se referme rapidement, un temps précieux dont le coût est inestimable. À 11h33, la famille a pris la décision d'appeler les autorités. L'appel au détachement de la Gendarmerie royale du Canada de Crow's Nest Pass a déclenché l'une des plus grandes opérations de recherche de l'histoire récente de la province. Mais la course contre la montre avait déjà commencé avec un retard considérable. Pendant que les secours se mobilisaient, la zone de recherche potentielle pour un garçon de 6 ans, seul dans l'immensité sauvage, s'étendait à chaque minute qui passait. La valeur de chaque seconde perdue augmentait de façon exponentielle, et tous savaient que les gains d'une intervention rapide diminuaient à une vitesse effrayante. La montagne avait déjà une longueur d'avance. La réponse officielle à la disparition de Darius McDougall a été immédiate et d'une ampleur extraordinaire. Ce n'était pas une simple opération locale, c'était une mobilisation massive, une machine de recherche et de sauvetage s'étendant sur 3 provinces, l'Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. À son apogée, plus de 400 secouristes bénévoles hautement qualifiés, issus de 50 équipes distinctes, étaient sur le terrain. Un capital humain inestimable, donnant de son temps et de son expertise sans compter. Ces volontaires étaient renforcés par 60 membres du groupe de soutien tactique de la GRC, des officiers d'élite directement impliqués dans les recherches au sol. L'effort de collaboration incluait également des agents de la conservation, des shérifs de l'Alberta et des gardes-chasse. Le coût logistique et financier d'un tel déploiement était colossal. Chaque heure d'hélicoptère, chaque équipe spécialisée représentant un investissement significatif dans l'espoir de retrouver le jeune garçon. La stratégie de recherche a évolué de manière dynamique. Au début,
Les efforts se concentraient sur le périmètre immédiat du campement, mais chaque jour sans résultat voyait le rayon des opérations s'agrandir inexorablement. Le 3e jour, il atteignait 6,6 km. Le 6e jour, certaines équipes s'aventuraient jusqu'à 10 km du dernier point connu. Au moment de la suspension des recherches au sol, une superficie totale de près de 22 km² avait été minutieusement fouillée, de nombreuses zones à haute probabilité étant couvertes plusieurs fois. Plus de 5300 km ont été parcourus à pied, en VTT et à cheval. Un effort quantifiable, mais un gain invisible. L'opération était une vitrine des capacités modernes, des équipes au sol, des unités canines, des hélicoptères et une flotte de drones équipés de caméras thermiques et d'un nouveau logiciel capable d'analyser les images pour détecter des anomalies. Même des équipes de sauvetage en eau vive ont été déployées pour sonder les rivières et les lacs. Pourtant, l'environnement physique de Crow's Nest Pass s'est avéré être un adversaire redoutable. Les secouristes ont décrit le terrain comme exceptionnellement difficile et dangereux. Des pentes alpines abruptes, des changements d'altitude spectaculaires, des forêts denses jonchées d'arbres morts et de nombreux cours d'eau, y compris de vastes tourbières. Chaque pas était un risque, chaque mètre gagné était une victoire contre une nature qui semblait déterminée à garder ses secrets. C'est ici que réside le paradoxe central et obsédant de cette affaire. Malgré l'un des déploiements les plus intensifs jamais vus, malgré l'investissement de millions de dollars en technologie et en heures de travail, le résultat fut une absence totale de preuves. Les autorités l'ont confirmé à plusieurs reprises. Aucun signe, aucune trace, pas un seul indice. C'est comme si la nature sauvage, avec une puissance immense et indifférente, avait complètement effacé la présence d'un enfant de 6 ans, démontrant les limites de nos plus grands efforts face à son immensité. Dès le premier instant, un facteur a fondamentalement changé toutes les règles de l'opération, l'autisme de Darius. Ce n'était pas un simple détail biographique, c'était la clé de voûte de toute la stratégie de recherche, une variable qui a forcé les équipes à repenser leurs protocoles les plus élémentaires. Les experts savent que près de la moitié des enfants autistes ont une tendance à l'errance, un comportement non pas malveillant, mais souvent motivé par une curiosité sensorielle, le désir d'atteindre un lieu d'intérêt comme l'eau ou d'échapper à une surcharge sensorielle. Cette tendance, combinée à un sens du danger parfois réduit, a immédiatement placé Darius dans une catégorie à très haut risque. Conscients de cela, les commandants des opérations de sauvetage ont immédiatement adapté leurs tactiques. Les méthodes standards, comme les équipes avançant en criant le nom de la personne disparue, ont été jugées contre-productives. Un tel vacarme aurait pu effrayer Darius, le poussant à se cacher activement de ses sauveteurs. La stratégie a donc été inversée. Plutôt que de compter sur la force brute du son, ils ont opté pour la subtilité. Les sirènes ont été réduites au silence. À la place, les équipes au sol et les drones volant à basse altitude ont diffusé la chanson préférée de Darius. Un effort créatif, une tentative de transformer la peur en familiarité. Les lumières clignotantes des véhicules d'urgence ont été utilisées comme des balises visuelles silencieuses, espérant attirer son attention sans l'effrayer. Cette approche spécialisée est conforme à l'analyse des experts. Robert Kuster, une autorité en matière de comportement des personnes disparues, explique que la recherche d'individus autistes est extraordinairement difficile. Ils peuvent ne pas répondre à leur nom et avoir tendance à se réfugier dans la végétation la plus dense et la plus impénétrable possible, devenant presque invisible. C'est pourquoi, malgré l'immense richesse des ressources déployées, la recherche était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le diagnostic de Darius a dicté chaque décision, de la gestion acoustique sur le terrain à l'abandon tardif des capteurs thermiques, lorsque la probabilité de trouver une signature de chaleur corporelle est devenue quasi nulle. Chaque phase de l'opération a été une adaptation constante, une réponse réfléchie aux besoins uniques de l'enfant qu'il cherchait désespérément. Au cours de la première semaine, la communication publique de la Gendarmerie royale du Canada était un exercice d'équilibre délicat. D'un côté, il fallait maintenir l'espoir, répétant que l'opération était une mission de sauvetage et non de récupération. De l'autre, il fallait gérer l'afflux de civils bien intentionnés qui risquaient de contaminer la zone de recherche.
Chaque conférence de presse était une tentative de contrôler le récit, d'assurer au public que chaque ressource, chaque dollar investi, était utilisé à bon escient. La GRC a constamment réitéré qu'il n'y avait aucune preuve d'acte criminel, une déclaration cruciale pour éviter que la spéculation ne vienne entraver les efforts déjà complexes. Un centre d'information a été mis en place pour canaliser l'aide du public, une manœuvre stratégique pour transformer une vague d'émotions potentiellement chaotiques en un gain productif pour l'enquête. Mais le 7e jour, le ton a changé de manière radicale et déchirante. Le 28 septembre, une semaine après la disparition de Darius, la caporale Gina Slaney a livré une nouvelle qui a glacé le sang de la nation. Les chances de survie de Darius étaient désormais estimées à moins de 5%. Ce n'était pas une supposition, mais une conclusion froide, basée sur des données statistiques issues de milliers de cas similaires. Les variables étaient impitoyables. Le terrain, l'exposition aux éléments avec des températures nocturnes proches de zéro, l'âge de l'enfant et le temps écoulé. Des médecins spécialisés en survie en milieu sauvage avaient été consultés. L'espoir, cette ressource inestimable qui avait alimenté l'effort économique et humain monumental, était en train de s'épuiser. Bien que les recherches se poursuivent à pleine force, cette annonce marquait un tournant, un passage tacite d'une mission de sauvetage à une mission de récupération. Enfin, après 11 jours d'efforts acharnés et infructueux, le 1er octobre, la décision a été prise. La recherche active au sol a été suspendue. La déclaration officielle était directe. Si Darius se trouvait toujours dans la zone de recherche de 22 km², il n'est plus en vie. C'était la reconnaissance officielle que, malgré l'investissement massif de capital humain et technologique, la nature avait gagné. L'enquête, cependant, n'est pas terminée. Le dossier de la GRC reste ouvert, attendant de nouvelles informations. Mais la posture a changé. D'une recherche active et coûteuse, on est passé à une attente passive, espérant qu'un chasseur ou un randonneur fasse une découverte fortuite qui pourrait enfin apporter des réponses et un semblant de clôture à une famille laissée dans le vide. Au milieu du bruit des hélicoptères et des stratégies de recherche, une voix s'élevait, plus poignante que toutes les autres, celle de la famille McDougall. Pendant ces jours d'agonie, ils ont partagé leur chagrin avec le public, publiant de nouvelles photos de Darius, certaines prises le week-end même de sa disparition. On y voyait un petit garçon portant exactement les mêmes vêtements qu'il avait sur lui lorsqu'il s'est volatilisé. Un pull bleu et gris, un t-shirt de Noël, un pantalon de survêtement et ses chaussures de la Pat' Patrouille. Chaque image était un appel à l'aide silencieux, un effort pour transformer leur trésor personnel en un visage que toute la nation chercherait. Sa mère, Maegan Bernicki, a lancé un appel public direct et émouvant. En tant que mère très inquiète pour son enfant, je supplie de tout mon être, si quelqu'un sait ou a vu quoi que ce soit, d'appeler la police. Dans une déclaration formelle, la famille a exprimé son immense gratitude envers les centaines de chercheurs et la communauté. Votre soutien nous a donné de la force et de l'espoir pendant cette période difficile, disait le communiqué, se terminant par le vœu qu'ils ne trouveront pas le repos tant que Darius ne sera pas ramené à la maison. Un engagement émotionnel total, contrastant avec le calcul économique froid de l'opération de recherche. La tragédie a profondément touché le cœur de la communauté, déclenchant une vague de soutien massif. Des veillées à la bougie ont été organisées, rassemblant des dizaines de personnes pour partager le chagrin de la famille et s'accrocher à l'espoir collectif d'un miracle. Mais le soutien a également pris des formes très pratiques, un véritable investissement communautaire. Pendant les 11 jours de recherche, des organisations locales se sont mobilisées. L'Armée du Salut a fourni de la nourriture aux équipes de secours épuisées, et un camp biblique voisin a ouvert ses portes pour offrir un lieu de repos. C'était une démonstration que, face à une perte potentiellement infinie, la richesse d'une communauté ne se mesure pas en dollars, mais dans sa capacité à se rassembler, à offrir du réconfort et à soutenir ceux qui affrontent le vide. Un aspect notable de la réponse officielle a été la décision de ne pas émettre d'alerte Amber, une décision qui a déclenché un débat public passionné. Pour les autorités, le raisonnement était clair et basé sur des protocoles stricts. Le programme d'alerte Amber est un outil spécialisé, un investissement de l'attention publique réservé au cas
où la police a des raisons de croire qu'un enfant a été enlevé. Dans le cas de Darius, toutes les preuves suggéraient qu'il s'était simplement égaré. Il n'y avait zéro indication d'acte criminel. Utiliser l'alerte de manière inappropriée, selon les responsables, risquait de provoquer une fatigue des alertes, diminuant ainsi la valeur et l'efficacité de cet outil crucial pour les véritables cas d'enlèvement. Cependant, pour une grande partie du public, cette logique procédurale était en conflit direct avec l'urgence émotionnelle de la situation. Sur les forums en ligne, beaucoup ont soutenu qu'un enfant de 6 ans autiste, disparu dans une région sauvage et isolée, constituait une urgence de la plus haute importance, justifiant la diffusion la plus large possible. La distinction entre un enlèvement et une disparition à haut risque semblait être une formalité administrative face à la réalité d'un enfant vulnérable seul contre la nature. Cette affaire a mis en lumière un fossé entre la perception publique du danger et les critères légalistes des systèmes d'urgence. Le débat a soulevé une question fondamentale, articulée par un internaute qui a suggéré la nécessité d'une « alerte Darius ». Existe-t-il une lacune dans notre système pour les enfants disparus à haut risque qui ne correspondent pas à la définition étroite d'un enlèvement? Le cas de Darius McDougall est ainsi devenu involontairement le catalyseur d'une conversation nationale sur l'objectif et les limites de nos outils de sécurité publique les plus visibles. La disparition de Darius McDougall est une histoire de tragédie profonde, définie par le contraste saisissant entre un effort humain immense et le silence impitoyable de la nature. La recherche de 11 jours a été une entreprise monumentale, un témoignage du dévouement de centaines de volontaires et de professionnels qui ont déployé tous les outils disponibles. L'opération a été une démonstration de stratégie adaptative, les chefs de recherche modifiant constamment leurs tactiques pour tenir compte des défis d'un paysage redoutable et de la complexité de la recherche d'un enfant neurodivergent. Pourtant, le fait central et obsédant de cette affaire est l'absence totale de preuves physiques. Malgré plus de 11 000 heures de recherche sur 22 km², pas un seul indice n'a jamais été trouvé. Ce manque de résolution laisse la famille, la communauté et les chercheurs eux-mêmes face à une multitude de questions sans réponse. L'affaire est un humble rappel que, malgré la sophistication de la technologie moderne et la détermination de l'esprit humain, l'immensité du monde naturel peut encore garder ses secrets, ne laissant derrière elle que le mystère et le deuil. Alors que la recherche active au sol est terminée, l'enquête de la Gendarmerie royale du Canada reste ouverte. L'espoir d'obtenir des réponses repose désormais sur une découverte fortuite ou sur une nouvelle information. Pour la famille de Darius McDougall, l'attente continue, une veillée sans fin pour un fils perdu dans la nature sauvage de l'Alberta. Un coût émotionnel incalculable qui ne pourra jamais être résolu. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo pour que le souvenir de Darius reste vivant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce mystère. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'enquêtes approfondies sur Traces perdues.